Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Geek Inc. épisode numéro 14. Numéro 14 avec une particularité, c'est que on va changer 2-3 petites choses dans l'émission, vous verrez. Rien de transcendant, mais voilà, on va revenir à une formule avec des news et on va vous parler de plein de choses. Et donc justement, on a une rubrique qui s'appelle On vous parle de. On vous parle de, et bien ce soir on vous parle de Borderlands et de Dark Crystal. Mais pas que, puisqu'on a d'abord des news. Des news, en veux-tu, en voilà. Genre le titre news est vraiment minuscule sur l'habillage. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. C'est concis. C'est ça. La caméra est vachement basse, c'est nouveau. Oui, parce que vous êtes assis par terre devant nous. Exactement. Bonjour. On vous voit bien. Donc on vous regarde comme ça. Vous êtes bonjour les enfants. Des news neuves, oui, plus ou moins neuves. Et la première news, le Ring Fit Adventure. Alors ça, il y avait eu un teasing de Nintendo la semaine dernière. On voyait plein de gens jouer une vidéo. Plein de gens qui bougeaient. Une personne qui bougeait pendant que plein de gens regardaient cette personne. Voilà, mais on savait pas ce qu'il faisait. Non, on savait pas. C'était des mouvements chelous d'ailleurs. C'était des mouvements... Ouais, avec son anneau là, où il fait des trucs comme ça, il fait entre les cuisses, il fait des... On pouvait se poser des questions, effectivement. Le coq. Ouais, bah ça, forcément, quelqu'un devait la faire. Ouais. Je pense que tout le monde l'a faite. En fait, en gros, on voyait ça. Enfin, un truc, c'était limite ça. Avec... putain, il me fait peur, le mec de droite. Oui, il fait peur. Hein. Donc voilà, avec cet anneau-là, et un truc à accrocher à la cuisse. Donc avec les Joy-Con à l'intérieur. Joy-Con droit, apparemment, qui sera le cercle. Les Joy-Con gauche, qui est... Parce qu'ils n'ont pas les mêmes composants à l'intérieur, tout à fait. Non. Les deux Joy-Con, ce qui fait que... Bon, ça utilise les gyroscopes. Hein. On sait sûr. Truffé de capteurs, ces petits trucs. C'est pour ça que ça coûte si cher. Et donc ils ont dévoilé carrément un jeu de fitness. Voilà. Qui s'appelle Ring Fit Adventure, ça a été dévoilé le 12 hier, je crois, ouais, c'est ça. Donc pendant que vous faites ça en fait, je sais pas si ça va se lancer. Donc vous faites ce genre de figure, et bien il se passe des choses à l'écran. Superman. Exactement. Donc là par exemple, voilà, il faut se pencher sur la droite. Alors là c'est vraiment des poses de yoga quoi. Ouais, clairement. Ben alors justement ils ont expliqué qu'il y a du fitness un peu avancé. Il y a du yoga, il y a des trucs low impact aussi pour pas faire trop de bruit si vous êtes en appartement, pour pas buter les voisins. Ah oui, là il y a des phases où par exemple vous devez appuyer sur vos abdos avec l'anneau pour faire je sais pas quoi, enfin bref, ça fait avancer les trucs et tout ça. Enfin, voilà. En fait c'est vraiment un jeu où on joue un personnage pour courir aussi. Il y a une façon de faire avec en courant sur place, en tenant l'anneau et en levant les genoux. Ce petit truc aussi autour de la cuisse qu'on voit bien là d'ailleurs, en levant les genoux, et ça permet à l'écran de combattre des monstres. Voilà, là en fait tu vois il a un bouclier abdos. Oui. Le mec, en fait c'est parce qu'elle appuie sur ses abdos avec l'anneau. Ouais. Donc pour éviter une attaque en fait, quand vous faites attaquer, vous devez appuyer dessus et évidemment vous êtes obligé de comprimer vos abdos pour éviter que l'anneau vous pète le bide. Donc forcément ça fait travailler les abdos quoi. Voilà. Et on avance dans des plateaux et on affronte des monstres comme ça en faisant des exercices de fitness. Donc là par exemple c'est le monstre Thibaut InShape et donc le but c'est de l'éclater au fitness. c'est ça en plus. C'est un peu ça, hein, franchement. Un peu ça, le jeu, il y aura plusieurs modes. Il y a un mode aventure avec 20 chapitres, avec plus de 40 techniques de fitness. Il y a même un mode rapide si on veut faire une petite session de course. C'est ça. Pour se dépenser quoi. Ouais, c'est vraiment la gamification du fitness. Sport, ouais. Donc, mais franchement, dans la vidéo en tout cas, les mouvements vus. Pourquoi pas, ouais. Alors il y a différents niveaux que tu peux mettre en fonction de ton niveau de fitness et de sportivité. Il y a même un mode qui est un mode où on peut tout programmer. Ouais. Enfin, on peut tout. Ouais, par exemple, si t'as des problèmes de genoux, tu feras moins de mouvements de jambes. Si tu as des parties rapides où tu choisis quelle partie du corps tu veux faire travailler. Enfin bref, le truc est vraiment bien fait. Il sera vendu donc dans ce magnifique package incroyable. Exactement, pour 80€. Et il y a même des prix qui démarrent à 65€. J'ai vu sur ces discounts à Bricomonde par exemple. Ouais. Ah ouais, 65€, sincèrement, pour ça, ça se tente fascinant. Ouais. Je m'attendais plus à 120 balles ou un truc dans le genre. Non, 80 balles, c'est le prix conseillé. Ouais. Donc, c'est vraiment moins cher quoi. L'anneau, il doit pas être en plastique. Parce que il doit être pas compliqué quand même. Ouais, ça va pas être que du plastique parce que voilà, il est capable de se plier. C'est ça. Écoute, moi je testerai bien en tout cas. C'est le genre d'appareil que je testerai bien. Juste pour voir si l'intensité des exos, si c'est vraiment costaud ou pas. Mais les mouvements qu'ils font, c'est vraiment les mêmes mouvements que je retrouve dans tous les programmes que je fais quoi. Ouais. Donc à voir.
Ouais, j'avais fait un truc comme ça sur PlayStation 2, je crois, avec le iToy, oui. PlayStation Eye, où tu faisais des trucs, mais c'était pas aussi avancé que ça, il y avait pas de scénar, c'était juste des trucs genre t'évites des boules, des trucs comme ça. Ouais. Il y avait Kinect aussi qui faisait des trucs de fitness qui étaient pas mal, mais c'était pas ouf non plus. Après, t'avais le balance board de la Wii, hein, et la Wii Fitness, qui est Wii Fit, qui était quand même pas si mal aussi. Hein. Ouais. Donc, mais celui-ci a l'air bien, franchement, a l'air vachement bien. Draxas qui dit argent s'il vous plaît, argent pour acheter un ring. Bah, je trouve que c'est une des premières fois où on voit qu'il y a du jeu derrière avec un. Ouais, il y a un vrai jeu, c'est ça en fait le truc. Un vrai jeu, bon, pas de fou. Non, mais un vrai jeu. Il y a une vraie proposition derrière. En tout cas, ça a plus de gueule que ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer pour faire du fitness. Quoi. Clairement. Ouais. Bon, why not? News suivante, Spotify. Famille, Spotify veut votre adresse postale. Mais pourquoi donc, à votre avis? Non, pas du tout. Tout simplement parce que dans leurs conditions générales, il y a écrit que le forfait famille est accessible aux personnes résidant sous le même toit. Ouais. Et oui, donc en fait, il va falloir entrer l'adresse postale et il va demander à tous les gens de la famille de rentrer aussi son adresse postale. Et s'il y a une différence, aïe aïe aïe. Et tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas rentrer l'adresse postale de celui qui a créé le compte? En fait, le truc, c'est qu'il doit y avoir des abus où les mecs doivent pas filer leur adresse ou machin ou truc, enfin, tu vois, qui vendent en fait, tu sais, leur plan famille, qui sous-louent ou machin. Ah oui, il y a des... forcément. Bref. Alors, le truc quand même, c'est que ils vont faire ensuite des vérifications ponctuelles. Spotify. C'est-à-dire je ne sais pas. Monsieur Spotify qui va arriver chez toi qui fait bonjour. Alors, l'information transmise ne sera pas stockée ne sera pas stocké et le service assure que la géolocalisation des utilisateurs, il ne fera pas de géolocalisation permanente des utilisateurs. Parce que d'ailleurs iOS peut empêcher la géoloc de l'app sans souci. Donc je sais pas trop comment faire les vérifications. Donc en gros ils vont demander l'adresse de temps en temps. Voilà, il n'y a pas de précision sur le rythme. Et en fait il y a deux problèmes. Donc un, c'est les enfants inscrits dans la formule famille. La limite d'âge est fixée à 13 ans. Voilà, qui pourront être amenés à devoir eux-mêmes déclarer leur adresse. Super. Hors du contrôle de leurs parents, et ça c'est un peu compliqué. C'est un peu limite. C'est juste illégal. Surtout. L'autre est relative à la définition de ce qu'est une famille pour Spotify, qui continue de se heurter à la réalité du quotidien. Donc voilà, entre les enfants qui ont déménagé pour les études, ceux vivant chez des parents séparés. Tu vois, par exemple, si moi je file le truc à mes enfants, mais ils mettent l'adresse de leur mère, et on n'a déjà pas la même adresse, mais du coup c'est plus bon. C'est foutu. Voilà, plusieurs cas de figure donc, qui font que la notion du vivre sous le même toit est complètement absurde. Donc, bref, un peu compliqué. Je crois qu'il avait déjà tenté, qu'il s'était pris un gros backlash. Et donc abandonné. Ça fait 2 ans que ça dure, qu'ils se posent des questions. En fait, le truc, c'est que normalement, la première fois, ils voulaient utiliser la géologue du téléphone. Et là, ils se sont fait défoncer. Ils ont dit, ok, on va revenir avec autre chose. Et ils reviennent avec ça. Bon, chez Apple, si vous prenez Apple Music, il suffit de résider dans le même pays. Pour la famille. Donc du coup c'est bien. Non, vous prenez 10 heures, il suffit d'avoir le login et mot de passe et puis c'est bon. Oui, mais vous pouvez pas les écouter les deux en même temps. Si. Ils ont pas bloqué ça. 10 heures famille, ok. Famille, tu as 5 ou 6 Si je ne m'abuse, il y a 6 5 profils. Ou 6, ouais. Comme Netflix, ouais. Ok. Ouais. Et je crois que sur les 6 profils, en tout, les 6 ont chacun 3 devices. Ok. Donc ça, comme Apple Music finalement. Apple Music, je crois que c'est 5 par profil dans famille. 5 fois 6 du coup, je crois que c'est 6 chez Apple. Ouais, mais même pays, c'est pas mal. Ouais. Enfin bref, voilà, Spotify qui risque de se prendre encore des sauts de caca. Qu'est-ce qu'il dit? S'ils se vénèrent, ils vont perdre masse d'abonnés. Il y a des chances, hein. Il y a des chances. Allez chez Deezer, Cocorico. Ouais. Ou Apple Music. Pas Cocorico. Pas Cocorico. C'est ça. Polaroid Lab. Ah, les Polaroid. Cette technologie magnifique. Du futur, presque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend plus de photos avec des Polaroid, mais avec son iPhone. Mais après, retrouver... attends, t'as eu les Insta machin, Insta X, Panasonic. Audrey elle en a un, c'est devenu vachement la mode. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est le modèle, le mode des imprimantes. C'est-à-dire que tu payes l'appareil 30 balles, puis après les 10 photos suivantes, tu les payes 30 balles aussi. Oui, c'est ça. Non, là c'est beaucoup plus cher, parce que déjà c'est 129,99 €. Ah oui. Par contre, ça fonctionne avec les vrais Polaroid de l'époque, donc vraiment le processus chimique et tout, c'est pas une impression, tu mets pas une cartouche ou un machin ou un truc. Bon, les Polaroid ça coûte ultra cher, hein.
Mais ça te coûte le même prix qu'un Polaroid normal, quoi. Et en gros, c'est l'appareil. Comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, vous avez une application installée sur votre téléphone. Puis vous plaquez l'écran de votre téléphone. Oui. Sur le truc. Et grâce à un système de 3 lentilles, machin, il va envoyer les photons issus de l'écran de l'iPhone sur le film en bas pour pouvoir imprimer la photo. Alors comme ça peut faire rire et ça peut paraître archaïque, mais ça marche en plus. Oui, mais... Oui. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez prendre des photos tant que vous l'avez avec votre iPhone et celles que vous voulez sortir en Polaroid, vous pouvez. Je sais, c'est très chelou quand même. Un joli convertisseur numérique analogique. Exactement. Ça fait vraiment penser à ça. La classe en soirée. T'as vu mon Polar, ouais. Je sens que ça fait un bit. Alors, c'est très gros, hein. Quand vous voyez par rapport au téléphone. Ah oui, c'est assez énorme. Voilà, je vous remontre. Hein, voilà. C'est par rapport à un iPhone. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils connaissent pas le Bluetooth Polaroid. Ouais, mais là, en fait, ils veulent vraiment utiliser l'écran, faire un truc à l'ancienne. Parce que là, il aurait fallu mettre du coup un écran à l'intérieur pour envoyer en Bluetooth pour pouvoir faire le. Ça fait rétro du futur, c'est un peu, ça fait très steampunk. Mais en fait, c'est vraiment pour sortir le Polaroid comme on ferait avec un vrai Polaroid, tout simplement. Donc si t'as un téléphone qui a un écran de merde, tu vas avoir une photo de merde. Voilà. S'il est cassé ton écran. Ah, mais t'auras une photo cassée. C'est ça. Enfin bref, c'est très con. Pourquoi pas. News suivante. On va parler de The Witcher. Netflix The Witcher. Qu'est-ce que c'est? C'est la série basée sur The Witcher, donc avec... Geralt. Ouais, Geralt de Rive, incarné par Henry Cavill. Superman. Voilà, Superman. Les premières images étaient plutôt rassurantes. Oui. Là, ça l'a pas trop, mais les premières images du trailer, ouais, ça passe. Il y a pire, hein. Ça passe. Et ben on a la date. Le 17 décembre. Salement, par Netflix Pays-Bas, qui a mis, il reste 97 dodo avant Netflix. Enfin, ils ont mis toute une liste. N'empêche, à regarder. Il y a un CM qui dégage. À regarder pour les fêtes, ça peut être top. Moi, exactement. Je suis assez friand. Donc voilà, on verra bien. Moi, en tout cas, clairement, j'attends beaucoup de cette série-là. Est-ce que The Witcher 4 va sortir en même temps? Non, tu oublies. Ils sont sur Cyberpunk 2077, donc t'auras... Ils y sont depuis un moment déjà. Ouais, en fait, tu auras The Witcher 4 quand ils auront bien avancé sur... quand le jeu sera sorti, et voilà. Après, il y a peut-être des équipes qui bossent dessus, parce qu'il n'y a pas qu'une seule équipe chez CD Projekt, mais c'est pas pour tout de suite. Quoi. Non, mais ils aiment bien finir leur jeu avant de... Ouais, mais ils vont par contre, ils vont clairement surfer sur la vague de la série, certainement, pour sortir... Et là, de toute façon, t'as le jeu de Gwent, que je crois qui arrive sur iOS. Qui arrive sur iOS et tout ça, enfin voilà. Ils vont sortir plein de trucs dérivés autour de The Witcher, quand la série sera là, évidemment. Je crois que le CM de Netflix hollandais voulait se barrer, ouais, c'est possible. Bon, enfin bref. The Witcher. Ouais, moi on l'attend quand même. Ah bah oui, non, parce que les jeux étant de qualité et les livres étant de qualité, on peut s'attendre à une série de toute façon, ils veulent concurrencer Game of Thrones. Ouais, ils ont mis du paquet dedans. Ouais, ils ont mis D'ailleurs, dans les séries pour concurrencer Game of Thrones, on a aussi. Ah, sur Switch, c'est vrai qu'il sort sur Switch, dit Chat Noir. Ah, c'est vrai? Il sort sur Switch, The Witcher 3. Oh je sais pas, ça vaut peut-être pas le coup parce que avec le PC que t'as, vaut mieux que tu le fasses sur ton PC. Ouais, parce que il est gourmand. Hein. Ouais, mais ok. Elle est bien, je pense qu'elle est bien optimisée sur Switch, d'après les retours qu'on a pu voir sur les dernières images, mais par contre, le jeu est dégueulasse, quoi. Ouais. Alors après, il y a une série HBO aussi qui va pas tarder à sortir. C'est. Je sais plus comment il s'appelle le truc, mais c'est la boussole d'or là. Ah oui. Le truc de Philip Pullman. Oui. Le film qui était sorti avec. Le film qui est sorti avec Daniel Craig. Bond, Daniel Craig et d'autres. Je crois qu'il y avait peut-être Eva Green même dedans. Kate Blanchett peut-être. Je sais plus laquelle c'était. Et bref, la croisée des mondes, c'est ça l'Hydric. Et en fait, il y a une série HBO qui débarque et qui a l'air monstrueuse. Et qui c'est qui reprend le rôle de Daniel Craig? C'est un acteur connu. Ah oui, mais j'ai oublié. Si, c'est comment il s'appelle? C'est le professeur Xavier dans les derniers X-Men. Oui. C'est McCoy. Je me rappelle plus. Voilà, c'est lui. C'est pas BBC. Non, je crois que c'est une coprod justement HBO BBC. Et c'est Nicole Kidman. Et il y a Nicole Kidman aussi. Voilà, Nicole Kidman. Okay. Oui, grosse. Qui tient le même rôle. Ah non, mais il y a vraiment un gros cast. Hein. Mac Lesguy, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est Mac Lesguy. Merci, Jay. Bon, Tesla, le million. Ouais, le million. Donc j'ai... Merci Grégo Boule pour ton Twitch Prime. Et je tiens à le remercier quand même. Merci pour ton Tipeee à 25 € par mois. Ça, c'est merveilleux. Merci à toi. Merci. Le million.
Ouais, le million. J'ai lu la news, j'ai lu juste le titre de la news rapidement. J'ai lu du coup, les chercheurs Tesla disent que les nouvelles batteries pourront durer 1 million de miles. Alors moi, dans mon esprit un peu déglingué d'éternel optimiste qui vit dans la science-fiction, je me suis dit 1 million de miles d'autonomie, c'est pas mal quand même. Mais... C'est pas l'autonomie. Non. C'est la durée de vie. Là, tu charges une fois et tu roules pendant Mais voilà. 1 million Mais 600 000 km, enfin Et presque 700 000 km. Ah bah là, ça tuerait le pétrole sans problème. Ah mais Ah clairement. oui, là c'est terminé, là. Il n'y a plus de débat. Mais non, c'est la durée de vie, c'est pas l'autonomie, et il faut revenir sur Terre. Donc la garantie de Tesla à l'heure actuelle, c'est ils garantissent leur batterie 8 ans, nombre de miles illimité. Bon, infini. Ils disent infinite miles. Infinite mile. Donc ça c'est la garantie de Tesla. Musk dit a déclaré récemment que les bagnoles Tesla sont designées pour durer 1 million de miles. Très bien. Mais en fait, il a avoué que les batteries, c'était plus du 300 000, 500 000. Donc la batterie, c'est le gros machin, la grosse plaque grise qui est au milieu. Donc c'est le truc, c'est pas super simple à changer, c'est juste le châssis de la bagnole. Ah oui, mais il faut changer tout le châssis. En fait, tu désosses toute ta bagnole, et je pense que les échanges standards, c'est l'échange standard de bagnole. Ils s'embêtent pas. Ouais. Du coup, la durée de vie de batterie, entre 300 000 et 500 000 miles, peu près. J'ai trouvé, en préparant le truc, un article d'une Tesla S opérée par la compagnie Tesloops, qui est une espèce de blablacar, mais privé. Que de Tesla. Avec que des Tesla. Voilà. Donc la bagnole a fait 450 000 miles depuis 2015. Wow. Elle en a fait un sacré paquet. Et ils ont quand même changé 2 fois la batterie. Donc une à 200 000 et une autre à 325 000. Oh, la deuxième n'a pas duré. Bah ouais, et en plus la deuxième ils l'ont changé 2 fois parce qu'elle a eu un problème chimique. Ah mais ça peut arriver. Ouais, bah oui, ça peut arriver. Mais du coup voilà, quand Musk dit 300 000, 500 000, bon, je pense qu'on est plus sur du 250 000. Donc si effectivement ils arrivent à faire des trucs qui font 1 million de miles... T'as les conditions théoriques et les conditions réelles. Par contre, il faudra changer les pneus avant. Je trouve que c'est pas... Juste comme ça. Aux États-Unis, ça doit pas être pas pareil sur... Je suis pas sûr que dans des états du sud où il fait un peu plus chaud, la batterie tienne un... Oui, alors il disait que dans les conditions extrêmes, comme ils disent, à plus de 40 degrés Celsius, en fait, elle s'usera plus vite forcément. Mais là où celle qui est prévue pour 1 million de miles est supposée encaisser 6000 charges, enfin 6000 cycles de charge, ils disent qu'à 40 degrés constant, elle en encaisse 4000 quand même. Oh, c'est pas mal. Donc bon. Quoique, ça fait 30%. Bah, ça fait 600, ça fait 700 000 miles, quoi. 700 000 miles, ça fait quand même 1 million 300 000, 1 million 200 000 kilomètres, un truc dans le genre. De quoi 700 000 miles. Ouais, ça. 1 million, ouais, entre 1 million 5 000 et 1 million 200 000, je pense. Et bon, je pense que c'est... Si c'est avéré, pas mal, franchement, ça commence à devenir vraiment intéressant financièrement. Clairement. Parce que si la bagnole dure vraiment 1 million de miles... Il n'y a pas beaucoup voir. de bagnoles à l'heure actuelle thermiques ouais, qui durent après, 1 million 600 000 il y a pas mal de kilomètres. pièces d'usure quand même dans une voiture. Mais forcément. Bon, évidemment, les pneus, on n'en parle pas, les plaquettes, on n'en parle pas. Vous allez les changer 1 milliard de fois d'ici à avoir fait le 1 million de miles. Oui. Enfin, pas 1 milliard, mais vous allez les changer, c'est sûr. Mais après, il y a les suspensions, il y a tout un tas de choses qui peuvent finir par vieillir un peu aussi, quoi. Ouais, mais tu vois... Même toute l'électronique, tous les petits moteurs qu'il y a pour les poignées, pour, tu vois. Mais bien sûr. Bon. Mais quand tu vois ça, là, c'est toute la structure... Enfin, là-dedans, il y a les moteurs, il y a la batterie... Oui, il y a tout. Il y a les suspensions, il y a tout. Il y a tout ce qui est SUSE, en fait. Et exactement. Du coup, il y a quand même beaucoup moins de choses que dans une thermique, quoi. Ouais. Donc les thermiques, le problème c'est que le moteur par exemple et tout ce qu'il y a autour c'est super complexe. Donc c'est ça qui fait que ça s'use vite je pense. Eh oui. Bon, news suivante. Game of Thrones, préquel. Oui. C'est pas vrai. Si, je vous jure. Et ça sera un focus sur les Targaryen. Puisqu'en fait ça se passera au tout début et on va revenir sur en gros... la grandeur et la chute des Targaryen. Donc bon, le script du pilote est déjà écrit. Ah ouais. C'est assez ouf. Après, voilà, les choses avancent chez HBO et tout ça. Ils ont des scénaristes et tout, mais c'est pas dit que la série voit le jour non plus. Hein. Parce que le script est écrit. Si jamais il est rejeté, ils vont peut-être en réécrire un. Mais peut-être que finalement ça sortira pas. En attendant, Game of Thrones... Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ben, je sais pas, mais Game of Thrones c'est un peu la vache à lait aussi de HBO. Ouais.
Donc ils ont la croisée des mondes et tout qui débarque, mais je pense qu'ils seraient bien contents de retrouver la hype de Game of Thrones. Ils ont cette idée en plus, ils ont celle-là, mais il y a aussi... Il paraît que dans les cartons, ils ont aussi le... Oui, un spin-off et puis la création et même la création des maisons des différents... Là, on commence par les Targaryens. Ouais, c'est ça. Encore, même avant les Targaryens. Et ça, je pense, ça serait d'autant plus intéressant en plus. Bon, bref, du coup, on verra bien. Why not, ouais. On verra bien. Allez, dernière news. Le Surface Event, le 2 octobre. Je crois que c'est Nico Poppy qui a mis cette news, je ne sais pas. C'est pas vrai. Ah, c'est possible, je pense. Mais il n'est pas là. Mais non, il n'est pas là. Mais voilà. Et en gros... Le 10 février. Ouais, en gros, alors Panos Panay, il fait du teasing de ouf. Comme d'habitude. Il fait un... Dans longtemps, j'ai déjà passé alors. C'est déjà passé le 10 février, c'est nul. Ils font un teasing de ouf. Panos Panay fait un teasing de ouf, justement. Comme à chaque fois. Où en gros, on verra sans doute des choses qu'on n'a jamais vues. Oui. Comme à chaque fois. Mais sans doute comme des ordinateurs. C'est ça, qui fonctionnent comme des ordinateurs et tout ça. 4 appareils photo derrière. Pas 3, 4. Dans chaque coin. Non, comme ça, c'est stable. Non, en fait, le truc, c'est surtout... 4D. Ouais, c'est surtout qu'en fait... On verra peut-être les premiers produits Surface sous AMD. Et... Alors, les premiers produits Surface sous AMD... Ah, sous AMD, oui. Sous AMD. Non, j'ai confondu avec ARM. J'allais dire depuis Windows RT. Depuis le Surface RT. Mais... Non, c'est les premiers sous AMD, puisqu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi ? Parce que ça grave fin chez AMD. Et puis, ça a des processeurs qui sont très efficaces en termes de consommation. Donc, il y a de fortes chances qu'on voit débarquer ça. En dissipation thermique aussi, je crois qu'ils sont balèzes. Ouais, ils sont balèzes. Et évidemment, peut-être le retour de Surface ou ARM. Pour une raison simple, c'est que déjà, Microsoft est monté sur scène lors des annonces du Galaxy Note 10 pour présenter un ordinateur portable Samsung qui était... c'est Satya Nadella d'ailleurs, lui-même, qui était là pour montrer un ordinateur sous Windows 10 sous ARM. Donc, il y a de fortes chances que si les constructeurs OEM se mettent à faire de l'ARM, Microsoft lui-même va sortir un truc sous ARM. Donc voilà, avec les nouveaux processeurs, les fameux Snapdragon 8XC là, enfin voilà. Ça fait plus d'un an déjà qu'ils parlent de... Ça fait longtemps, pour du Always On, machin, voilà. Là on y est, je pense que c'est lors de cette conférence qu'on verra ce matos là. Est-ce qu'enfin on verra aussi ce fameux projet Andromeda? On verra bien, en tout cas ils nous teasent en disant que voilà, ils ont beaucoup de choses à montrer et puis voilà. Bon, fin des news, on va passer à la rubrique suivante. Le on vous parle de... Et le on vous parle de quoi? De plein de choses, comme d'habitude, mais... De deux choses. De deux choses principalement. La première, c'est Borderlands 3. Borderlands 3 que l'on se fait avec... ça manque d'un générique super long. Mais non, le but c'est d'aller vite. Faut que l'émission elle fasse 1 heure maximum, entre 45 minutes et 1 heure. Je pense qu'on est bien là. Ah oui, Voilà, donc Borderlands 3, qu'est-ce que c'est? C'est la suite du 2. Oui. Puisque là ça va. Ouais. Qui en fait est même la suite de Borderlands pré-sequel, en fait. Pas vraiment. Enfin, c'est compliqué, parce que Borderlands pré-sequel, ça se passait avant. C'est toujours mais... Ça se passait, c'est Borderlands... mais c'est après Borderlands 1. Alors, c'est ça, mais avant le 2. Enfin bon, bref, c'est compliqué. C'est Borderlands. Mais ça, c'est le 3, en fait, c'est le 4. Du coup, si tu fais la logique. Mais oui, dans les faits... C'est le 3, mais c'est le 4. C'est le 3 parce que canoniquement, on va dire que c'est l'épisode canonique. C'est pas un spin-off, le précédent. Tout à fait, Chagara. J'ai un date ce soir, j'ai pas le temps de niaiser. Après, je vais pécho. J'ai rendez-vous avec une meuf, elle est trop fraîche. Donc, du coup, Borderlands 3, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une équipe de déjantés. De débiles. De débiles. Hein? C'est souvent des débiles. C'est ça, c'est complètement des débiles. Donc il y en a 4 débiles. Il y a Amara à gauche, la sirène. Ah attends, bouge pas, j'ai fait ça bien. Ah, t'as fait ça bien. Il y a Amara, la sirène, avec des nouveaux pouvoirs et tout ça, elle est super vénère. Alors pour une fois, ils ont pas fait, tu sais, la sirène avec le physique très stéréotypé de fit girl bonasse. Là c'est une... elle aurait pu faire du rugby, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Oui, facilement. Voilà, elle est costaud et c'est pas, tu vois, d'habitude ils représentent la sirène, c'est des lanceuse de sort, quoi. C'est ça, qui fait 50 kilos, tout mouillé, et encore 40 peut-être même. Bah disons que là... Là c'est pas pareil, elle est costaud. Elle a du tissu, quoi, elle est habillée. Alors que là, c'est le pouvoir psychique lui permet d'aller au corps à corps. C'est ça, elle va direct au corps à corps, elle est badass à souhait. Elle a des gros muscles, en veux-tu en voilà. Elle est même plus badass
que... Elle est plus balèze que les autres. En fait, c'est la plus balèze que... C'est la plus balèze. Elle a pas la grosse non plus. Ah, sur cette image. Mais vraiment, elle est... Attends, tiens, regarde. Hop, on en a une autre avec son arbre de compétences. Voilà, elle est costaud. C'est pas c'est pas en fait Lilith ou ce genre de sirène qu'on avait l'habitude de voir. D'habitude, elles ont plus un physique comme la méchante là. Voilà, tu vois, toutes maigrichonnes avec des tout petits bras, machin et tout. Bah là, c'est pas du tout ça. Et c'est tant mieux d'avoir enfin des physiques différents dans les jeux. Plutôt que d'avoir toujours. D'ailleurs, quand tu vois Lilith, il y a un. Parce que elle dénote Lilith, un peu. Elle dénote vraiment. Ouais, bah Lilith. Mais Lilith dénote du coup. Lilith du coup dénote effectivement, c'est gros seins, toute fine, machin, enfin bon, c'est des corps, enfin tu vois, proportionnés aux jeux vidéo de l'époque. Dead or Alive, Extreme Beach Volley, là, je sais pas quoi. C'est ça, alors que là, ouais, c'est un peu ça. Alors que là, justement, notre sirène, c'est limite si elle a pas plus de pecs que le soldat là. Ah clairement. Donc, si elle est plus, non, franchement, elle est top. Ouais. Ça fait un peu Zarya, tu vois, un peu moins exagéré que Zarya, mais ça fait un peu Zarya dans Overwatch, quoi. Et c'est top. Franchement, je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. Ensuite, autre perso. Du coup, tu veux parler duquel? Celui que tu veux. On va parler du Beastmaster. C'est Beastmaster. Donc, on connaît plus son nom. Si, c'est Flak. Flak, ouais. J'ai dit connerie. FL4K, donc Flak. C'est un robot. Un robot alien extraterrestre qui a la particularité de dompter les bêtes. Donc du coup, tu as 3 familiers différents. Il aime beaucoup les animaux. C'est ça, il aime beaucoup les animaux. Il aime que les animaux parce que c'est un vrai sociopathe. Ah, c'est un vrai sociopathe. Les répliques sont mortelles, on en parlera après, mais je trouve que ce perso, il est énorme. Et donc lui, bah, tu as 4 classes. Donc tu as un Skag, comme voilà, donc un espèce de chien mutant qui porte un petit sac à dos et tout ça, il est trop drôle. Le babouin là. Ouais, alors l'autre, c'est un espèce de singe avec une longue queue avec des pics. Mais qui tire à la mitraillette. Et qui tire avec un pistolet, il a des mains, donc il tire à la mitraillette. Et il a des lunettes façon cyclope, mais vertes. Le dernier, je l'ai pas activé, mais tu sais, c'est l'espèce de scarabée là. J'ai oublié son nom. Ça doit faire tank un peu, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ils ont des noms. Hein. C'était quoi? C'était Pic et Croc. Celui avec le flingue. Et c'est Monsieur Mash, lui. Ah oui, c'est Monsieur Mash. Ouais. Monsieur Mash. Et l'autre, je sais plus quel est son nom. Mais bon, bref, ils ont des noms différents. Et tu peux les activer, ils ont des capacités différentes. Lui, par exemple, de temps en temps, il se met à creuser. Et il te sort des trucs du sol, des munitions, des trucs comme ça qu'il trouve, comme un chien. L'autre a plutôt tendance, le singe, à aller te chercher des munitions et puis te les ramener. Le dernier, je sais pas parce que j'ai pas trop joué avec. Lui, il est rigolo. Alors, vous pouvez les caresser maintenant, on peut interagir avec les PNJ. Donc, tu peux le caresser, il y a des animations à la con. Lui, par exemple, il se met à pisser ou il fait d'autres trucs. Le singe, il te monte ses fesses pour que tu lui grattes les fesses. Bon, bref, voilà des trucs. Après, c'est Borderlands, donc c'est pas. C'est un peu irrévérencieux, mais c'est pas très fin. Et parmi les interactions d'ailleurs, on peut, enfin les personnages secondaires participent souvent à l'action et tout, donc c'est assez sympa. On a elle aussi, j'ai oublié son nom. C'est pas Moose, c'est l'autre, je crois. Elle en fait, en gros, c'est l'artilleur. Elle est super badass. Elle ressemble un peu à, c'est un mix de deux persos de Borderlands 2. Ouais. Et moi, je trouve qu'elle fait très Tank Girl si vous connaissez un peu la BD. Complètement déjantée avec des flingues énormes. Et elle a surtout un mecha, qui est, je comprends, c'est son ulti, qu'elle peut appeler, monter dedans. Ça s'appelle Panda. Panda, ouais, le mecha, ouais. Donc voilà, et qui, pareil, défouraille à tout va. Et on a le dernier qui, lui, en gros, est le technicien. Non, c'est pas le soldat. C'est plus le technicien. Il a un espèce de drone. Il peut se dédoubler aussi. Voilà, et se téléporter sur son double. Ça, c'est des compétences. Donc voilà. Pas mal. Ouais. Voilà, c'est pas mal ses capacités. Donc, il n'y aura pas d'autres persos apparemment. Non, pas d'autres persos. Pour l'instant, ils ont pas dit qu'ils en mettraient d'autres. Non. Donc là, on va voir je vous montre quelques images du jeu. Ça, c'est un truc du tout début, je ne spoil pas, mais c'est Claptrap qui est au bout de l'aimant. Claptrap qui est toujours là et qui est tellement chiant. Toujours aussi chiant dans ses réflexions, ses machins, ses trucs. Ah ouais, t'as envie de le baffer dès qu'il parle. Dès qu'il parle, là, il est insupportable ce truc. Il a une voix insupportable et en plus il dit des trucs insupportables. Je pense qu'il le bafferait. Ah mais moi je lui donnerais des coups de pied en fait à ce truc là. Dès qu'il entend parler, j'ai envie de tellement le taper quoi. Et donc on a des nouveaux méchants. C'est récurrent. Qui sont biffés pas. Les dieux. Non, c'est Tyren ou je sais plus quoi. Ouais, je m'en rappelle plus. Bizarrement sur les mecs on passe pas 10 minutes sur la taille de leur pec. Mais si tu veux on peut passer 10 minutes sur la taille de leur pec. Mais non, justement la particularité c'était que le personnage qui d'habitude est très sexualisé dans Borderlands,
C'est vraiment, tu vois, le stéréotype, elle est toujours à moitié à poil, avec des tatouages, gros seins, taille fine. Ils ont changé son physique cette fois-ci. Et je trouve ça intéressant, justement. C'est juste ça. Et le technicien, là, le tacticien, c'est un maigrichon, il est pas du tout... c'est pas du tout le soldat musclé qu'on avait justement avant. Clairement, ils ont complètement inversé les stéréotypes, quoi. C'est bien. Donc bon. Et le robot, il est musclé ou pas? Non, robot, on sait pas trop. Donc voilà, les deux méchants, comme on disait, qui se prennent pour des dieux. Donc l'autre, il a un bras robot, c'est une sirène. Donc eux ont des particularités. Alors elle, la sirène, elle bute les gens à tout va. Bref, tu sens que c'est les deux méchants du jeu. Nous, on est au début du jeu, donc on n'a pas encore tout dévoilé. Il y a un culte autour d'eux. Voilà, c'est ça. Ils se prennent pour des dieux, les gens leur font des offrandes. C'est ça. Voilà, oui, parce que Borderlands, c'est quoi en fait? On en a pas parlé d'ailleurs. C'est un jeu, c'est un Diablo-like FPS. Ouais. En fait, on suit une histoire et le but c'est de choper du loot. Très RPG, avec des mécaniques très RPG, pour être de plus en plus puissant et pouvoir avancer dans les quêtes. Il y a des arbres de talent, d'ailleurs, je les remontre là. Mais voilà, il y a 3 arbres de talent par personnage qui changent un peu vraiment la façon dont on les joue. On peut passer d'un tank à soutien, ou même off-tank à... Toi, tu jouais la sirène? Moi, je jouais la sirène, j'avais pas cet arbre-là. Moi, j'ai un arbre plutôt soutien où ça me permet de choper les gens. Choper un mob au sol et de le bloquer. Le bloquer en l'air. Voilà. Il y a une main qui sort du sol et qui l'attrape et on peut tirer dessus. Ce qui est pas mal du tout en fait, parce que du coup, ok, tu fais pas de dégâts, mais ça permet de temporiser. Oui, et puis les trucs les plus chiants et les plus qui font le plus de dégâts, tu peux les désactiver à un moment, quoi. C'est exactement. Et donc du coup, c'est une mécanique très RPG. Et du coup tu lootes et le but c'est d'aller finir cette histoire là. Voilà, en parlant des loots, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Petit exemple. T'as chopé une arme de fou. Petit exemple, vous pouvez trouver par exemple des pistolets avec des jambes. En gros, quand vous avez vidé votre chargeur, vous rechargez, vous jetez le flingue et le flingue se met sur ses jambes, il a à nouveau un chargeur plein, il couvre les ennemis, il leur tire dessus. Moi j'en ai chopé une arme de malade, c'est un fusil à pompe. Quand tu tires, il suffit que tu tires même juste une balle. Au moment de le recharger, tu le jettes, il se met à rebondir en faisant oh, 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 et il y a écrit shoot me en gros dessus. Tu tires dessus et ça explose et ça a des effets aléatoires. Genre ça électrocute tout le monde, ça enflamme tout le monde, ça envoie de l'acide sur tout le monde. Peu importe, c'est random, c'est n'importe quoi. En fait, c'est de toute façon la génération des armes est un peu aléatoire. C'est aléatoire, exactement. Tu pourras jamais trouver. Bon, d'ailleurs, t'as des légendaires théoriquement qui sont stéréotypés et ça, on n'en a pas encore là. Il y en a un légendaire en particulier qui s'appelle le Nagata. Pour ceux qui suivent la série The Expanse, voilà. C'est un clin d'œil à The Expanse. Oui, tout à fait. Un des personnages. Donc c'est une grenade, la grenade Nagata. Bref. Du coup, t'as des effets complètement aléatoires. T'as même des armes qui sont inintéressantes parce qu'elles ont des effets trop bizarres. Oui. Mais ouais, il y a une arme, tu la récupères, elle a des caractéristiques de malade. Et au moment de t'en servir, en fait, tu peux pas t'en servir parce que c'est genre, il faut la recharger. Ou alors, quand tu tires, le tir est aléatoire et part n'importe où. Enfin, c'est juste ouf. Ou t'as un petit flingue, tu te dis, il est merdique. Sauf qu'en fait, il a un mode lance-grenade. Même pas un lance-missile même. Oui, c'est pas et donc, en fait tu tires au début, tu dis mais il est pourri ce flingue. T'appuies sur C, t'as le viseur qui change et là tu tires et t'envoies plein de missiles façon Iron Man. C'est que les armes ont plusieurs modes. Elles ont des semi-rafales. Pas toutes, mais voilà. Pas toutes, mais. Mais du coup c'est très compliqué je trouve de savoir si une arme est bonne ou pas. Ouais. C'est le donc c'est le voilà exactement. En fait le meilleur moyen c'est de les essayer. Il y a une part d'aléatoire aussi, quoi. Enfin, il y a une part de prise de risque. Ouais. Mais c'est tout le jeu qui fonctionne comme ça, avec ce côté aléatoire un peu déjanté. Mais franchement, c'est très drôle. Pour répondre à la question Bilbon, c'est un jeu qui est solo, mais c'est vrai que c'est plus marrant en coop. Et il y a deux modes coop, un mode coop ou un mode compétitif. Ouais, le compétitif, en fait, je crois que c'est les loots à l'ancienne. C'est-à-dire que le premier qui attrape le loot le gagne, on partage moins l'argent, enfin voilà. Alors que là, tout est partagé, ils ont changé ça. Ouais, en fait, le loot, quand vous voyez un flingue légendaire apparaître, si moi je le prends, il reste au sol pour Hugues, et Hugues peut aussi le prendre. Ah. En fait, ça évite à l'époque, le truc qui était très chiant, c'est que si tout le monde voulait l'arme, voilà. Au contraire, c'était sympa ça. Enfin, ça y est plus. Bon, parmi les nouveautés, un truc qui n'a pas du tout fonctionné a priori quand on l'a streamé, c'était le plugin Twitch, qui avait normalement une particularité qui était vraiment sympa. C'était le Badass Viewer Event. Donc plusieurs choses, au moment d'ouvrir un coffre, quand on avait buté un boss ou autre, les gens pouvaient par exemple nous proposer des bonus. Donc genre tu vois un level up direct. Il y a plein de trucs comme ça. Un plugin Twitch fait disparaître Hugues. Exactement. Mais même mieux encore, sur certains votes, vous pouviez faire apparaître un monstre assez costaud qui porte votre nom sur Twitch. Oh, putain, donc genre tu vois un PC Galen popper
Et en fait, il faut évidemment qu'on Non, le pas bute et lui, tout ça. le boss ultime. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez soit nous aider, soit nous handicaper dans le jeu. Et en fait, on l'avait activé sur Twitch. Et apparemment, à chaque fois que les gens cliquaient dessus, ça faisait popper plutôt de la publicité pour acheter le jeu, plus qu'autre chose. On réessaiera, parce qu'on va en faire d'autres. Voilà, on réessaiera, on va refaire d'autres streams de Borderlands 3 pour essayer le plugin. Mais c'est assez cool. L'idée, en tout cas, de l'interaction comme ça est assez cool. Tu fais popper des monstres avec ton nom dans le jeu. Tu peux nous aider pendant les combats, ou pas du tout même d'ailleurs. Faudra réessayer. Voilà, on retestera ça, évidemment. Bon, on fait les plus, les moins. Si, bon, il y a des petits events, hein, ils ont rajouté. Borderlands, c'était un jeu avec pas mal de quêtes. Là, ils ont rajouté des petits events qui se déclenchent quand on arrive près d'une zone, en fait. Et qui se dit, ouais, il faut aller désactiver un truc comme ça. Et c'est pas une quête, c'est pas une quête, c'est voilà. Le monde est un peu plus dynamique, même si c'est quand même un jeu à l'ancienne. Il n'y a pas de grosses nouveautés d'ailleurs. Non, on en parlera après. Mais on retrouve des persos qu'on connaît. Là, il y a Moxie, il y a tous ces trucs-là. Comme dans tous les Borderlands, en fait. Tu retrouves toujours des... L'univers est imbriqué, ça se passe sur un certain nombre d'années. Et en fait, j'ai oublié d'en parler. En fait, c'est une course un petit peu dans un monde entre Mad Max et je sais pas, un autre truc de l'espace un peu fou. Je vois pas trop, mais c'est un Mad Max en space up sur une planète qui s'appelle Pandore. Et le but, c'est qu'il y a une technologie... Des chasseurs de l'Arche, une techno-alien qui est à rechercher. On joue en fait des explorateurs. Mais il faut un petit peu buter les gens sur son passage parce qu'ils sont complètement tous fous, comme dans Mad Max. Voilà. Mana Protect, LOL, je viens d'acheter Borderlands 3. Bah, si t'as aimé le 2 et le prequel et les autres, tu seras pas déçu. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, si, quand même, un truc dont on n'a pas parlé, c'est que la map est immense. Ouais, parce que nous, non seulement il y a la map, la région dans laquelle on est, mais ensuite il y a toute la planète, et ensuite il y a la galaxie. Ah oui, d'accord. Donc, je me suis fait spoiler en cherchant des images du jeu. J'ai vu qu'en fait, il y a un vaisseau spatial, qui est d'ailleurs terrible. Qui va nous servir à voyager justement entre mondes et entre planètes. Dans chaque Borderlands 1, 2, 3, il y a Pandore, la ville. Et je pense que le vaisseau, ça doit être Pandora 3.0. C'est Pandora 3 en fait, il s'appelle. Ah d'accord. Donc voilà. Non, mais c'est ça, à mon avis. Non, tu le vois dès le départ, le coup du vaisseau spatial, parce qu'en gros, tu vois la map, tu te dis ok, c'est bon, il y a un vaisseau. C'est sûr. Et je pense qu'on n'est pas loin, hein. On doit être pas loin de le débloquer parce qu'elle en parle. Bah, c'est ça, elle arrête pas d'en parler aussi, ouais. Elle parle du vaisseau, machin et tout, donc bon. On n'est pas très loin. Tard parce qu'il y a les caisses. Et on est guidé par. Du coup, on est guidé par Lilith. Hein. Donc, c'est la sirène de l'épisode 1. Exactement. Voilà. Quand elle arrive, d'ailleurs, elle fait une entrée assez badass. Ouais, c'est Claptrap qui l'invoque avec un rayon laser. Avec un rayon laser, elle arrive, c'est un truc de malade. Bref, du coup, les plus, les moins. Donc, on a mis fun et grossier. Ouais. C'est un peu la signature de Borderlands. L'intro est juste terrible. Comme d'hab, d'ailleurs moi j'attends toujours l'intro dans les Borderlands, c'est vraiment le truc. Ouais, tous les persos nous font passer à des persos de Mad Max complètement. Mais c'est ça. Les ennemis d'ailleurs, les ennemis sont assez fans avec les nouveaux petits Tilic là. Bah non, ils étaient déjà, mais ils s'appellent pas comme ça. Ouais, mais ils sont rigolos la façon dont ils sont faits. C'est bizarre. Ils sont assez drôles. Il y a beaucoup d'ennemis féminins. Ouais, aussi. Alors qu'avant on n'avait pas d'ennemis de sexe féminin, il y a que des mecs. Parce qu'ils avaient toujours les mêmes skins et ils ont un peu changé les skins. Ouais, il y a plus de skins. Donc on a plusieurs armes aussi, c'est con, mais de temps en temps t'as. Ça c'est très bête, mais quand t'as un mec les saccageurs, ou je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui te foncent dessus, ils ont pas tous des épées, ils ont de temps en temps des haches ou d'autres trucs. C'est très con, mais ça donne l'impression que c'est pas toujours le même mob que tu butes comme dans The Division. Est-ce que ça change le dégât que tu subis? Je sais pas. Je crois pas. Je pense que c'est le même. C'est du skin quoi. Ouais, du skin d'arme. Mais c'est déjà plus sympa. Ouais. C'est clairement moins générique. Oui, clairement. Donc fun et grossier, les dialogues sont à mourir. Mon perso il a des punchlines de ouf. La grosse punchline. Ah mais c'est chaque phrase qu'il dit c'est une punchline. Les ennemis quand ils meurent parlent aussi. Et ils ont des phrases très cons. Grosse bud. Non mais ils ont des phrases très cons des fois et ils réagissent avec ton perso. Enfin bon voilà ça donne un peu de vie à l'ensemble. Des fois c'est ridicule et c'est volontaire tu vois. Quand même bon bref si vous suivez le stream vous voyez c'est un truc de fou. Un peu plus RPG, puisque l'arbre des talents est beaucoup plus complet. Ils ont rajouté des petits modes d'armes que tu n'avais pas avant. Ouais, ils poussent toujours un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Et c'est pas plus mal. C'est bien. Je trouve ça plutôt cool. Et graphiquement, c'est réussi. Clairement, en fait, j'adore le style cel shading de Borderlands. Quand le premier était sorti, on avait dit waouh, c'est top et tout ça. Et maintenant, quand tu vois c'est moche. Maintenant, quand tu compares le 3, il y a des effets de lumière.
des effets même d'explosion, de plein de trucs qui sont assez ouf, quoi. En fait, graphiquement, c'est pas hallucinant, mais quand t'as vu le 2, tu te dis c'est quand même plus fin. Ouais. Et il y a des effets de lumière que t'avais pas avant, et du coup, c'est super. Et par contre, ça nécessite maintenant un peu plus de puissance, parce que moi, même avec ma GTX 1080, là, mais je le mettre en ultra, il était pas encore opti, quoi. Opti, ouais. Bon, enfin bref, en tout cas, c'est pas mal. Bon, défauts... après, c'est pas non plus, c'est pas une claque comme peut l'être un Anthem. Non, truc, non. C'est clairement. C'est différent. Mais faut aimer le style. Hein. Il y a un mode photo d'ailleurs qui est vachement bien. Ouais. C'est toujours du cel shading. C'est du cel shading, qui fait très cartoon en fait, très 3D. Exactement. Bon, dans les défauts, ça se renouvelle pas trop. Hein. Ça reste Borderlands. Donc en fait, si vous avez aimé Borderlands, vous allez retrouver Borderlands. Donc voilà, si vous attendiez à autre chose que du Borderlands avec un skin de Borderlands, vous allez être déçu parce que finalement, ça reste toujours un Borderlands. Mais l'histoire a l'air cool, il y a de nouveaux mobs, de nouveaux trucs. Le Season Pass est ultra cher, mais je pense qu'il y aura beaucoup de contenu. Balles. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il va y avoir énormément d'extensions avec les planètes, machin, tout. Ça va être monstrueux. Là c'est infini ce qu'ils ont fait. Hein. 50 balles le Season Pass. Et il y a combien le jeu 50 balles. Après 50 et 60. Pour défendre Borderlands, les Season Pass valent le coup, hein. T'as des persos en plus. Il y a des persos et c'est des putains d'histoires en plus qui te rajoutent 15 heures de jeu. Hein. Ouais. Donc c'est pas... Non, c'est pas mal. Mana Project, si t'as une 1080 aussi, ça va être chaud. Non, si t'as en 1900 par 1080, tu peux le faire tourner à fond quasiment. C'est parce que Cédric a... Parce que moi j'ai un écran 4K, je suis en 21/9, donc c'est un peu compliqué. Mais là, quand je l'ai passé en 1920 par 1080, il tournait quasiment à fond. Donc je l'ai baissé parce que je streamais en même temps. Mais sinon, je peux le faire tourner quasiment à fond. Aucune idée, Bidon. Ils ont réglé leur problème en thème. Alors, il y a une grosse mise à jour en septembre, la 1.4. Mais je peux pas te dire. A priori, oui, mais... quelques bugs, des bugs très cons. Donc moi, par exemple, dans l'inventaire, des fois, j'ai un skin de pistolet, sauf qu'en fait, c'est un fusil à pompe. Ah, et du coup, sympa ça. Et moi, je l'ai pas trop eu, ça. Moi, je l'ai de temps en temps. Pas toujours, mais j'ai de temps en temps. Toi, t'as eu un bug où quand tu montais dans la voiture, t'étais à côté de la voiture. J'étais à côté de la roue. C'était très drôle. J'étais à côté de la roue droite. Voilà. Borderlands, le bon plan, c'est d'attendre 2 ans pour l'avoir complet. Ouais, tout à fait. Tout à fait, petit pédi. Donc il y a quelques petits bugs comme ça, mais c'est pas des bugs très bloquants. Tu vois, moi, c'est le skin d'armes qui des fois déconne. Et c'est quand même plus ou moins de l'open world instancié. C'est des grandes zones. C'est des grandes zones, c'est difficile. Par contre, le véhicule, je trouve pas ouf. Mais parce qu'on va en avoir d'autres. Ouais, j'espère. Ouais, j'ai vu en tout cas qu'il y avait une espèce de grande roue dans laquelle tu t'assois au milieu, tu sais. Et pendant que t'étais au téléphone, je crois. Ouais. Quand t'as été au téléphone, j'ai affronté parce qu'ils étaient en train de péter nos véhicules. J'ai affronté. Des espèces de 4x4 là. Un gros 4x4, ouais. Ouais, c'est ça. Où ils étaient 3 dedans. Bon, voilà, ça va avancer. Le jeu est jouable à 4 en coop. 4 en coop, ouais. Donc, à 2, on est peut-être un peu limité. 2, c'est un peu just. Ouais, je pense qu'avec 4 classes, ça serait tellement mieux. Si 3, certains veulent nous rejoindre, si Chagara, tu veux jouer à Borderlands, eh ben, ça serait cool. Dur encore de passer après le 2. Ouais, c'est moi qui l'ai mis parce que le 2, il y avait quand même c'était le tout. Ce jeu, moi, j'y ai passé aussi peut-être 80 et quelques heures. Mais le 2 était quand même vraiment très bien. On reste tous derrière après le 2 parce que dans le 2 il y avait un super méchant. Voilà, c'était le beau Jack. Le beau Jack qui était pute. C'était le poney du cul. Poney du cul, ouais. C'est ça. Les talons du cul. C'est ça. Tout le temps les talons du cul. Et je sais pas, la voix de Jack était tellement plus. C'est compliqué de passer après. C'est ça. Un bon méchant, et dès le début en fait. Dès le début, t'étais bien. Eux, on commence à peine à découvrir les méchants. Peut-être qu'ils sont bons. Voilà, la phase d'approche est un peu plus longue, mais si je devais classer ce début de jeu, il serait derrière le 2, mais par contre, il est clairement au-dessus de 1 point. Ouais. Du pré-sequel ou du Borderlands 1. Le pré-sequel, il se jouait sur la lune, machin. Il y avait des mécaniques d'apesanteur qui étaient différentes. C'était marrant d'ailleurs, jouer sur une lune. Mais les persos étaient pas ouf, je trouvais. Là, par contre, c'est un peu différent et je sais pas, je le sens. C'est très bordélique en fait, le pré-sequel. C'est si on pouvait rajouter le plus d'explosions, de conneries, de trucs, ils ont tout mis. Je pense qu'ils se sont amusés. Ils ont été un peu trop. Ils jouer Jack aussi. Donc, ouais, c'est ça. Ils ont été un poil trop loin. C'est un Saints Borderlands. C'était presque ça. Enfin bref, moi je vous le recommande chaudement. Si vous avez aimé la série Borderlands, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Puis on va continuer en live, voilà. si vous voulez venir voir. Et ouais, nous on va continuer. Pour donner d'autres avis aussi. Voilà, sachant que c'est le genre de jeu où tu peux prendre une partie, jouer avec quelqu'un, puis jouer avec quelqu'un d'autre, rejoindre dans une autre partie. Ça pose aucun souci. C'est-à-dire que par exemple. Sauf peut-être des soucis de niveau à certains moments. Ouais.
Et encore, là, on est au début du jeu. Ouais. Quand t'as même 10 niveaux d'écart, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Donc, je pense... D'ailleurs, il faudrait voir comment s'adapte le jeu, d'ailleurs. Est-ce qu'il s'adapte au plus faible ou est-ce que... Tu vois, j'essaie de monter un autre perso pour... Voilà. Et en fait, on peut reprendre des histoires en parallèle. C'est du fun. Voilà, ça se prend pas la tête. C'est vraiment top, quoi. Et surtout qu'on y joue un peu pour l'histoire, parce que, voilà, c'est con. Mais pas que. On y joue aussi parce qu'on s'éclate à buter des monstres, parce qu'il y a toujours des actions débiles. Ouais, c'est un bon shooter. Sont ouf. Ouais, c'est un bon shooter. Exactement. Allez, maintenant on va passer sur une série. On vous parle de Dark Crystal, le temps de la résistance. Tout à fait. Dans de la résistance. Une série dispo sur Netflix, 10 épisodes de 50 minutes à peu près. Ouais. Le premier fait 1 heure. Oui, le premier fait 1 heure, les autres font entre 45 minutes et 51 minutes. C'est vrai. À peu près. Elle est sortie le 30 août et c'est une coproduction Netflix et The Jim Henson Company. Qui était Jim Henson, qui était le réal de Dark Crystal, et qui a fait, voilà, qui est surtout connu pour les Muppets, qui a fait énormément de films, enfin de productions. De séries et de tout ce que tu veux à base de marionnettes. Tout à fait. Donc le pitch, c'est ça se passe sur la planète Thra. C'est difficile à dire pour un terrien français. THRA. Ouais, THRA, où on se retrouve à suivre les pérégrinations d'un peuple plutôt pacifique. Ouais, qui ressemble un petit peu à des humains. C'est des humains de la planète en fait. Ouais, c'est un peu ça quoi. C'est du maquillage ou c'est des marionnettes? Non, c'est que des marionnettes. C'est que. Il y a, mais tout. Alors, du coup, ce qu'il disait, c'est que il y a quasiment pas de SFX. Et c'est quasiment que des marionnettes dans des décors faits à la main, quoi. Je crois que Louis Leterrier, qui est le réal d'ailleurs, c'est le réal français, disait qu'il y avait 90% de marionnettes et 10% d'FX. Ouais. Je crois là, je pense que les bulles sont en FX, mais c'est tout, quoi. Ouais. Bah, en fait, ce qu'il disait, c'est que les SFX, quasiment tous les SFX utilisés, c'est pour virer les marionnettes. Ah, virer les marionnettes, ok. Et pour incruster sur le fond vert, quoi. Ah, Bilbon qui dit j'ai pas adhéré du tout. Mais sinon, il y a pas mal de scènes qui sont faites comme ça, où tu vois bien le marionnette. Ah, il y a un mec en bas, okay. Ouais. Et derrière, il y a un... C'est pour ça que tu as très peu de plans larges où tu les vois debout, etc. Donc, tu as surtout des plans 3/4. Ouais, okay. Et c'est relativement proche. Effectivement. Alors du coup, c'est Gelfling. Bah, du coup, je vais peut-être remettre une image de Gelfling. Donc ces fameux Gelfling sont relativement pacifiques et ils sont gouvernés, on va dire, par les Skeksis, qui sont une autre race. La moins pacifique. Qui est un petit peu moins pacifique et qui surtout les tyrannise, plus ou moins. Ok. En fait, assez rapidement, dans l'intrigue, on découvre que ils sont pas de Thra. D'accord. C'est une race extra c'est difficile. Et du coup, bon, il y a tout un tas de choses qui font que les Gelfling vont se révolter, tout à fait, et entrer en résistance. D'où le titre. D'où le titre, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est une préquelle au film The Dark Crystal, qui est sorti en 1982. Donc, on n'était pas très vieux. Surtout toi. Oui. T'étais pas né. Du coup, ouais, ce film qui donc était fait par Jim Henson. Moi, en fait, j'ai vu la série sans savoir que c'était une préquelle. D'accord. Donc, comme le film est dispo sur Netflix, j'ai rematé le film que j'avais vu quand j'étais jeune. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la série. Et c'est que vers l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode où je me suis dit mais en fait ça raccroche les wagons avec le film. Donc j'avais même pas capté que c'était une préquelle. Et là du coup déception. Non, pas déception, parce qu'en fin de compte t'arrives au bout et tu connais la fin. Ouais, alors ça c'est dans les moins c'est dans les moins, c'est ce que j'ai mis. Mais non, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a une cohérence, il y a une vraie cohérence. D'accord. Entre la série et l'enchaînement avec le film. Le seul truc qui est dérangeant, en fait, c'est que ça fait tellement
Dans l'air du temps. Bah, ce qui fait plus dans l'air du temps, c'est la photo. Les marionnettes. Même les marionnettes sont. Ah, elles sont canons. Mais et tu sens que c'est pas fait pareil. Et donc, du coup, y a pas de grain, le grain à l'image, tout ça. C'est juste le truc qui change. Mais sinon, t'as le même univers, ce qui est complètement fou. Ok. Ouais. Mais enfin, typiquement. Là, on dirait pas une marionnette pour le coup. On dirait pas. On est habitué au SFX, mais c'est une marionnette quoi. C'est une marionnette. Bah, alors tu le vois surtout dans le, du coup dans le jeu d'acteur entre guillemets. Donc en fait dans ce qui serait les animations si c'était des effets spéciaux. Mais ce qui est là en fait des marionnettistes qui animent la marionnette. Ce qui fait qu'effectivement t'as quand même T'as un peu un truc qui fait bizarre. Un truc que dont t'as pas l'habitude en fait. Mais c'est bouge bizarrement quoi. Ouais. Après comme c'est des races extraterrestres, c'est pas très grave. C'est pas forcément négatif, c'est juste que ça, au niveau des repères, ça paume un peu. Ok. C'est tout. Parce qu'on a plus l'habitude aussi de voir. Exactement. Exactement. Alors au niveau des... un balai dans le cul, c'est ça. Nico Poppy dit ça. Bah il y a un peu de ça, mais il y a un peu... C'est très bête. Pas qu'un, mais c'est très bête. Donc ils ont des endroits qui sont pas articulés sur la colonne vertébrale, tu vois. Ouais, ils sont articulés. Tu sens vraiment qu'ils sont articulés par le cul. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ils sont articulés par le cul. Voilà. Très bien. Au niveau des voix, il y a un casting de malade quand même. Ah oui. Puisque on a Taron Egerton, donc le Kingsman, qui fait le Gelfling principal. Ok. On a Mark Hamill, on a Helena Bonham Carter, on a Simon Pegg, on a Sigourney Weaver. Bertrand est dans Dark Crystal du coup. Oui. Bertrand. Ouais. C'est-à-dire notre acolyte de Beats. Ah. Notre Simon Pegg à nous. Et on a Sigourney Weaver qui fait la voix off. D'accord, ok. On a Andy Samberg aussi, le mec qui est dans Brooklyn Nine-Nine. De malade quand même. Ouais. Mais je pense qu'en fait c'est beaucoup d'acteurs qui ont l'âge d'avoir vu le film quand ils étaient jeunes, bon sauf Taron machin truc là. Ouais. Mais même la droite là. Hein. Oui aussi. Mais je pense que c'est des gens qui ont pleinement vécu l'époque quoi. Ouais. L'époque de la sortie du film. Donc franchement, bon c'est compliqué d'en parler beaucoup sans spoiler. Ben, on va passer au plus et au moins alors. Exactement. Donc les plus, c'est un univers très riche, bon exactement comme le film. Là où le film collait une grosse claque en termes de contenu, c'est-à-dire qu'il y a plein de races différentes, il y a des interactions entre les races, il y a une botanique spécifique, il y a un écosystème, ils ont créé vraiment au niveau scénaristique un univers quoi. Ils ont créé un univers, ils sont allés très très loin. Les Gelfling, il y a 7 tribus différentes qui ont des traits particuliers différents. Mais des cultures différentes. Et des cultures différentes, exactement. Et il y a un truc qui est assez prédominant, c'est comment dire, pas le sectarisme, ah merde, je vais pas y arriver. La peur de l'autre quoi, enfin le racisme quoi, tout simplement. Ouais, la xénophobie. Il y a plusieurs niveaux dans la xénophobie en fait. T'as les Skeksis avec les Gelfling, les Gelfling avec les Skeksis, les Gelfling avec les Podlings qui sont une autre race, et les Gelfling entre les différentes races. Par exemple, il y a une race qui est les gros Tann qui sont réfugiés dans les grottes de Tann qui sont partis à un moment donné parce que Sra c'est du coup c'est la terre-mère, etc. Ils essayent de se rapprocher du cœur pour être au plus proche de la planète, mais ils ont décidé de partir dans les grottes et de plus vivre à la lumière du jour. Ils sont considérés comme des pouilleux quoi. Mais ils sont verts. Ils ont la peau verte. Ils ont la peau verte, ils ont les pupilles bien dilatées parce qu'ils sont habitués à voir dans le... Mais ils ont passé leur vie dans le noir. Ils ont passé leur vie dans le noir. Et du coup, tous les autres pensent que c'est des gros dégueulasses qui vivent sous terre, voire ils pensent à voir qu'ils ont disparu. Oui. Et donc du coup, ils ont zéro respect pour les gros Tann, alors que c'est eux qui sont peut-être les plus sages et les plus proches de ce qui se passe sur leur planète et sur la vie de leur planète. D'ailleurs, on en voit un, effectivement, il est vert. Hein. Pardon. Ah oui, c'est un bon gros Tann. Ouais. Ah là là. Bon alors, univers très riche, ok. Ouais, l'univers est vraiment très riche. Encore une fois, l'univers du premier film était génial. L'univers de la série, en fait, comme ils ont 10 fois 50 minutes, ils l'ont vachement plus détaillé. Ils sont allés vraiment très loin dans plein de choses qu'on n'avait pas vu du tout, qu'on n'avait même pas pu aborder dans le film. Puis ça s'explique par la longueur, parce que du coup tu gagnes quasiment 10 heures de contenu. Ah bah oui. Mais en plus de ça, c'est dans le film, t'as un aspect où le monde est en train de mourir, il y a les 3/4 des espèces qui ont disparu, et donc tu vois pas tout ça. Et là tu vois qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Il y a un truc tout bête,
Mais les technologies qu'ils ont, c'est des technologies un peu atypiques. Ils ont une sorte de... Les Xerxes, là, ils ont un... Les Skeksis. Ouais, les Skeksis, ils ont un chariot avec des comment ça s'appelle, des gros des trucs qui se mettent en boule, des gros insectes qui se mettent en boule comme les notes là, et du coup ça les tire et ils avancent comme ça. Okay. C'est les roues. C'est de roues. Bon, Jim Henson, t'avais mis? Ouais, bah Jim Henson, enfin voilà quoi, c'est gage de qualité, c'est un mec qui a fait des trucs de fou, je pense à Labyrinthe, qui était un film de malade, qui a un peu bercé notre enfance pour pas mal d'entre nous. Une bonne préquelle au film, t'as mis aussi? Ouais, bah du coup c'est voilà, franchement ça raccroche bien les wagons. Ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tout le scénar et les détails ont été sourcés dans les livres de notes de Jim Henson qu'il a créé à l'époque, qu'il a écrit à l'époque. En fait, il a créé tout l'univers. Ouais. Et par écrit, faute d'avoir du temps pour le mettre dans le film, en fait, il a détaillé tout ce qui s'était passé avant. D'accord. Sauf qu'en fait, c'est jamais sorti dans le film. C'est juste c'est comme ça, voilà, c'est il a rempli des cahiers dans lesquels il a expliqué son histoire en fait. Il a expliqué l'histoire qui est l'histoire de la série en fait. Et moi j'ai lu des interviews de Louis Leterrier, tu sens vraiment que le mec était vraiment un passionné du film, et c'est agréable d'avoir un mec qui fait ça avec envie quoi. Quand tu vois le casting voix, moi je crois pas une seule seconde que ils aient pas tous jeté, se soient pas tous jetés sur le truc en disant Mada Project, je viens. Préquel, c'est un ou une préquelle Une préquelle. Tu peux dire les deux? Non, je sais pas. C'est pas conjugué. C'est comme une séquelle, sauf que c'est une préquelle. D'accord. Et une séquelle, ça s'écrit QE2LE. Ouais, ok. On peut dire les deux. Ouais, si tu francises le terme anglais, oui. C'est ça. Dans les moins, du coup, on en a parlé, l'incrustation des marionnettes, dans le cul, tout ça, voilà. Il y a quelques trucs un peu compliqués. Ouais. Enfin, compliqué à. Mais quand la manette doit faire un salto, c'est compliqué, quoi. Ouais. Il y a quelques longueurs, il y a des passages un peu longs, des passages un peu chiants. Je me souviens d'un ou deux épisodes où j'ai un peu attendu avant de mettre le suivant parce que ouais, ok, c'est un peu long quoi, par certains endroits. Il y a une première partie qui dure un peu longtemps il y a un épisode de trop dans les 4 premiers épisodes en fait avant que ça parte. Ouais. Donc quelques longueurs et on connaît la fin. Forcément, c'est le principe de la préquelle. Exactement. Ouais, mais c'est pas si embêtant en fait. Non, mais tu vois, moi. Donc tu recommandes quand même? Ah ouais, moi je recommande à fond. Mais étrangement, tu vois, j'ai vu toute la série. Moi j'ai peur des marionnettes. Avec un petit pincement au cœur. Ah ouais. Parce que du coup, non, tu t'en es rendu compte à la fin. Oui, non, mais j'avais vu le film avant. Oui. Et je me disais, c'est bien parce qu'ils ont pris avant le début du film. Et je me suis dit, il va y avoir faire le milieu. La série s'arrête quand même à un moment où il reste encore beaucoup de temps avant d'arriver à la période du film. Donc il reste beaucoup de rebondissements. C'est sûr que la toute fin, on la connaît. Pas beaucoup. On sait pas comment. Ah, quand même, si pas mal. Bon, vous débattrez de ça après. Hein. Ouais. Il reste quand même du temps. Hein. Ouais. Bon, allez, sinon, on a terminé pour cet épisode numéro 14. Vous faites un retour si vous aimez bien cette formule où on a des news au début, puis ensuite on traite un ou deux sujets. La semaine prochaine, il y aura peut-être. Le prochain Geeking, normalement, il devrait y avoir des sujets un peu plus high-tech, par exemple. Moi, je vais recevoir un truc à tester, donc j'en parlerai. Une voiture? Non, ça c'est déjà fait. Non. Pour avoir des infos sur tout ce qui se passe, studiorenegade.fr, vous avez l'agenda, vous avez tout dessus. Comment nous aider si vous le souhaitez, que ce soit le Tipeee ou les subs Twitch Prime. Vous retrouvez aussi toutes les vidéos, les liens vers YouTube, tout ça, machin, les podcasts et compagnie. Et sinon, pour nous suivre, @PCGalen pour le monsieur là-bas au bout, pour Pierre, @Captain Hugues pour Hugues et @Cédric Bonnet pour moi-même. Donc voilà. On a terminé, n'hésitez pas à nous suivre donc sur Twitter. Et puis on vous dit à bientôt pour le prochain numéro. Ciao, ciao. Bye.